Devant les tours de la mine, 3 femmes essuient leurs larmes. Au milieu de nulle part, une cérémonie. Aujourd'hui, 7 mineurs de fond sont portés en terre, victimes d'un coup de grisou. Nous sommes le 19 février. Le Donbass, région de l'Est de l'Ukraine, est en deuil. Et ce même jour, à 700 km de là, devant les caméras du monde entier, une répression sanglante est lancée contre les insurgés de Maïdan, à Kiev. Elle fera plus de 100 morts. 2 tragédies, 2 visages de l'Ukraine qui s'opposent. D'un côté, une capitale qui rêve d'Occident. De l'autre, cette région minière tournée vers la Russie et qui a l'impression d'avoir été oubliée. Trois mois plus tard, c'est elle, le Donbass, qui fait l'actualité. Dans la ville de Donetsk, la capitale régionale, des milliers d'habitants défient le nouveau pouvoir, issu de la révolution de Kiev. C'est là que nous avons rencontré Natalia. Elle est fille de mineurs. Nous la suivrons dans sa révolte. Ce sont nos héros, les mineurs du Donbass. Depuis toujours, les mineurs meurent et tout le monde s'en fiche. Et là, Kiev essaye de nous imposer d'autres héros. Pas question. Une Ukraine aujourd'hui déchirée. La colère ne cesse de monter depuis le début du printemps. Armée ukrainienne, civile, le face-à-face se tend un peu plus chaque jour. Les villes du Donbass sont en ébullition. Ils disent démocratie, démocratie. Mais moi, j'en vois pas la couleur de la démocratie. C'est nous qui travaillons pour l'Ouest, nous on les nourrit. Et eux, ils vont travailler à l'étranger. Mais ce Donbass, qui travaillerait pour toute la nation ukrainienne, est aussi frappé par la crise économique. Carnet de route dans une région qui peine à choisir entre 2 pays, l'Ukraine et la Russie, et entre 2 époques, un passé soviétique et un futur à inventer. Nous commençons notre voyage à la mine de Severnaya, où a eu lieu le coup de grisou. Les 7 mineurs sont morts sous ces cheminées noires. C'est la mine la plus récente de la ville. Pourtant, elle a ouvert en 1971, en pleine époque soviétique. Depuis, comment cette industrie, et à travers elle, la région du Donbass, a-t-elle vieilli? Exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation de filmer à l'intérieur de la mine. Nous sommes escortés par le directeur qui va nous faire une visite guidée en russe. Même si le Donbass est en Ukraine, peu d'habitants parlent ukrainien. Là, c'est la salle fumeur. Nous, on va plus loin. Attendez, je leur explique. Ne vous inquiétez pas, les gars, c'est la télé française. Tout va bien. Voici les premières gueules noires. Cette mine en emploie 1200. Le directeur veut nous montrer les conditions de sécurité. Selon lui, la mine est bien aux normes. Mais nous découvrons une Ukraine figée dans le temps. D'abord le guichet où les mineurs prennent des jetons. Pas de système informatique, c'est le décompte des bouts de métal qui permet de vérifier que tout le monde est bien remonté. Un peu plus loin, la salle des lampes. Donnez-moi une lampe et un kit de sauvetage. Ici, les mineurs prennent le matériel qu'ils descendront dans les galeries. Ça, c'est ce qu'on appelle le kit de sauvetage. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. L'oxygène passe par ce tuyau, puis dans cette poche, et là il y a l'embout qu'on met dans la bouche et qui permet de respirer. Comme ça, le mineur a 3 heures d'oxygène devant lui pour attendre les secours. Et après 3 heures, qu'est-ce qui se passe? Après 3 heures, si les secours ne sont pas arrivés, si, ils arrivent. Un équipement manifestement désuet. Nous nous approchons du cœur de la mine. Voilà, c'est de là que les mineurs descendent. Dans la salle des ascenseurs, la relève attend son tour. Ces hommes vont bientôt s'enfoncer à près d'1 kilomètre sous terre. Vous avez peur? Peur de quoi? T'as peur de filmer, toi?
De temps en temps, t'as peur, hein. Tu vois, tu as ton travail et nous, on a le nôtre. Un premier ascenseur est chargé. Nous ne pouvons pas les accompagner. Selon la direction, notre seul matériel pourrait déclencher une explosion. Les mines du Donbass sont les plus dangereuses d'Europe. Pas moins de 100 morts chaque année. Ces mineurs qui viennent de perdre 7 de leurs collègues sont visiblement ébranlés. J'en connaissais un. C'était mon formateur. Il s'appelait Sacha. Quand je suis arrivé à la mine, c'est lui qui m'a formé. Et puis on est devenus amis. C'est dur. Ces mines qui tuent sont aussi celles qui font vivre. La région compte 250 000 mineurs. Le charbon est essentiellement vendu et consommé en Ukraine. Il pourrait être une alternative au gaz importé de Russie, mais aujourd'hui, le secteur est en déclin. 7 mines sur 10 appartiennent à l'État, et l'État est en crise. Tout a été construit dans les années 70. Depuis, il y a quelques travaux d'entretien, mais il n'y a pas eu de gros travaux de rénovation car on n'a pas les moyens. Pourquoi vous n'avez pas les moyens? En ce moment, le prix du charbon est trop bas. Et puis on creuse très profond. Ça coûte trop cher. Il y a trop de travail manuel. Notre entreprise n'est pas rentable. On vit au crochet de l'État. Les mines, comme des puits sans fond. Chaque année, l'État leur verse 1 milliard d'euros. Une manière de préserver l'emploi et la stabilité du Donbass. Nous allons comprendre que la région est encore sous perfusion, comme au temps de l'époque soviétique. Nous voici dans le village le plus proche. Il porte le nom de la mine, Severnaya. Il a été construit pour héberger les travailleurs. C'est ici que vivaient la plupart des victimes du coup de grisou, comme Nikolai, qui était devenu gueule noire sur le tard. Un voisin nous renseigne. Il habitait par là. Nikolai avait une famille? Oui, il avait une femme et 3 enfants. Ils vivent toujours là? Oui. Bonjour, nous sommes des journalistes français. On aimerait vous parler. D'accord. Tatiana nous invite à rentrer. Avec Nikolai et les enfants, ils vivaient à 5 dans cette petite maison qu'ils commençaient tout juste à aménager. Elle n'a pas encore eu le temps de déballer tous les cartons. Je suis désolée, les enfants ont cassé le cadre car ils se battaient pour l'embrasser. Ils le serraient très fort. Je n'ai pas eu le temps de le refaire. C'est pour ça que je l'ai mis là-haut. Nikolai avait 38 ans. Il gagnait 300 € par mois, un peu plus que le salaire moyen en Ukraine. Cela faisait seulement 2 ans qu'il était mineur. Après avoir enchaîné des petits boulots précaires, il s'était rendu à l'évidence. Seule la mine pouvait lui garantir l'avenir de sa famille. Avec la mine, au moins, on savait qu'à chaque fin de mois, le salaire tombait. En plus, les mineurs peuvent partir à la retraite plus tôt et le montant de la pension est plus important. Nous, on a 3 enfants. Le petit a 2 ans et demi. Donc à notre âge, on commençait à penser à la retraite pour pouvoir aider les enfants. Au cimetière, elle peine à retrouver la tombe de son mari. La dernière fois, on n'était pas arrivé par là. Elle n'a pas encore ses repères. La mine lui a pris son mari, mais Tatiana n'a pas les moyens d'être rancunière.
À son tour, elle va aller frapper à la porte de Severnaya. Désormais veuve de mineurs, elle a plus de chances d'être embauchée. Tatiana nous semble un peu à l'image de ce peuple du Donbass, accroché à sa mère nourricière, même quand celle-ci ne va pas bien. Il y a longtemps que l'industrie locale n'est plus cette gloire de l'Union soviétique qui attirait les travailleurs des quatre coins de l'Empire. Comme les parents de Valentine dans les années 60. Valentine est d'origine russe. Il est arrivé ici à l'âge de 11 ans pour suivre son père. Après sa journée sous la terre, il prépare son potager à l'arrivée du printemps. Ça, c'est de l'ail. Je l'ai recouvert pour qu'il ne gèle pas. Valentine est mineur depuis 37 ans. Il regrette la fin d'une époque. À l'époque soviétique, être mineur, c'était la classe. Il y avait une fierté, alors qu'aujourd'hui, c'est juste comme ça. Ce travail n'a plus de prestige. Valentine est à la retraite, mais il continue de travailler. Sa pension de 250 € par mois ne suffit pas. Comme beaucoup d'habitants du Donbass, il ressasse sa nostalgie. Sous l'URSS, l'éducation et la médecine étaient gratuites, la vie était beaucoup moins chère. Ça, c'était à la mine. C'était notre brigade. C'était à l'époque soviétique. En ce temps-là, l'Ukraine n'existait pas. Elle n'était qu'un maillon de l'Empire. Sous l'URSS, c'était beaucoup plus joyeux. On allait au restaurant, il y avait une stabilité. À l'époque, on pouvait se projeter dans l'avenir. On savait ce qu'on avait, ce qu'on pouvait acheter. Là, on était partis en vacances en famille. C'est maman et papa. On allait en Crimée pour les vacances. Irina, sa belle-sœur, est venue prendre le thé avant de commencer son service de nuit à la mine. Tous les deux sont inquiets. C'est l'État qui paye leur salaire. Mais depuis la révolution de Kiev, ils craignent que les nouvelles autorités ne les mettent au chômage. On vivait tranquillement, on vivait bien. Ils payaient les salaires, ils payaient les retraites. Là, ce mois-ci, ils paient encore. Mais après, on ne sait pas. Tout le monde crie que les caisses sont vides. Depuis que l'Ukraine est indépendante, à chaque fois, il y a des cataclysmes. Ils parlent d'élections, d'élections, encore d'élections. Mais il y en a marre des élections. Nous, on veut du calme. La nuit est tombée. Irina part à la mine. Valentine ne va pas tarder à se coucher. S'ils rejettent le nouveau pouvoir venu de l'Ouest, ils veulent que leur région reste ukrainienne. Comme eux, la plupart des mineurs restent en retrait de la contestation, car ils redoutent le chaos d'une éventuelle guerre civile. À quelques kilomètres, nous avons rendez-vous avec Valérie. Il enchaîne des petits boulots dans les mines de la région. À 40 ans, il habite chez sa mère, où il mène une vie plus que modeste. Valérie, comment vivez-vous? On a peur. On attend tous la guerre et on ne sait pas ce qui va se passer. Les chars de l'armée ukrainienne sont à quelques dizaines de kilomètres. Valérie et sa mère suivent les événements en regardant la télévision russe, comme beaucoup d'habitants du Donbass désormais. Ils sont résolument anti-Kiev. C'est l'horreur. C'est horrible. Les militaires ne sont pas des êtres humains. Je ne comprends pas comment l'armée peut tirer sur des innocents. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut des morts pour garder le pouvoir? Même s'il redoute la guerre, Valérie aimerait, lui, que sa région devienne russe. Pourquoi la Russie vit normalement depuis 20 ans, depuis la chute de l'URSS? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi chez nous, chaque fois qu'on a un président, c'est toujours un imbécile? Ce serait mieux si c'était la Russie ici. Pourquoi? Là-bas, l'ordre règne déjà. Il n'y a pas la guerre. Chez nous, ça fait 20 ans.
En fait, même plus de 20 ans que l'URSS est tombée. Et nous, on fait que s'enfoncer toujours plus, de plus en plus. C'est la merde, tu vois. Valérie sait de quoi il parle. Car ces dernières années, ce mineur a vu ses conditions de travail se dégrader de manière spectaculaire. C'est ce que nous avons compris il y a quelques semaines, quand nous l'avons rencontré. Valérie ne travaille pas dans les mines publiques, mais dans des mines illégales. Voilà, voilà. Il vient de recevoir sa paye. Ça fait 664 grivnia que j'ai reçus en 2 semaines. Des grivnia, hein, pas des dollars. Soit 50 € en 15 jours, 3 fois moins que dans les mines légales. Devant cette épicerie où les mineurs ont l'habitude de boire leur vodka, Valérie nous décrit un univers hors du temps. Parfois, il faut que je m'accroche pour pas que tout s'écroule. Il y a un passage de 85 cm de haut, tu vois, comme ça. On peut pas se tenir debout. Il faut s'accroupir. Et c'est sale, on est dans l'eau, c'est trempé. Dans la région, il serait plusieurs dizaines de milliers comme Valérie à extraire le charbon dans les mines illégales. Il accepte de nous en montrer une. Pas l'une de celles où il travaille, ce serait trop risqué. Nous allons au plus près. Voici ce qu'on appelle un trou, parmi les mines sauvages les plus dangereuses. Ici, les ouvriers travaillent avec des moyens dérisoires. Tu vois, ces sortes de barques, ces baignoires, ça permet aux gens de descendre dans la mine. En bas, on extrait le charbon, on charge la barque et on remonte ensuite. Et quand c'est terminé, on recommence. C'est dangereux, parce que tout peut s'écrouler à tout moment, parce que le câble peut lâcher. C'est pas fortifié, on n'a pas de corde de sécurité. Y a rien. Tu peux mourir, tout le monde s'en fout. Il y a un mois, le câble qui tenait l'une de ces baignoires s'est rompu. Un mineur est mort, victime symbole d'un monde sans limite et sans droit. Celui que les habitants du Donbass craignent par-dessus tout. Car ils associent les mines illégales à l'apparition brutale de l'économie de marché dans les années 90. Après la chute de l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine, toute l'industrie s'effondre, à commencer par celle du charbon. La moitié des mines publiques du Donbass ferment. Les mines illégales vont prospérer en récupérant le matériel désaffecté. C'est ce que nous allons comprendre avec Denis, un blogueur qui enquête sur ce secteur très opaque. C'est là, arrêtez-vous. Voici une kopanka, une mine sauvage. Ces rails entassés ont sans doute servi dans une ancienne mine publique, tout comme ce wagonnet. Certaines mines d'État ont fermé. Mais il restait le charbon et il restait aussi les mineurs. Alors, les mineurs se sont mis à récolter eux-mêmes le charbon. Au début, ils l'ont fait avec les moyens du bord, avec des pics, des marteaux. Ils travaillaient à la main. Les mineurs, nous les apercevons. Ils ne semblent pas apprécier notre présence. Alors Denis va les aborder. Ce sont des journalistes français. On peut parler avec quelqu'un de chez vous? Personne ne le saura ici. Non. C'est de l'anthracite. On appelle ça de l'anthracite. C'est du bon charbon, de bonne qualité. Que devient ce charbon? Comment fonctionne cette économie parallèle? Denis nous emmène vers un entrepôt. Le charbon illégal y serait mélangé à celui des mines publiques. C'est dans ce genre d'endroit que le charbon est blanchi. La personne qui va acheter le charbon ici va obtenir des documents officiels, comme si c'était du charbon légal. On nous observe. Il faut mieux qu'on parte, car ils risquent d'appeler les propriétaires. C'est les gens là-bas? Oui, les gens là-bas. En nous éloignant, nous croisons une voiture rouge qui intrigue Denis. Nous abordons le chauffeur. Vous travaillez ici? Non. Là-bas, c'est bien une mine illégale?
Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Moi, je me balade, c'est tout. La voiture repart, mais un peu plus loin, la revoilà qui nous attend. Nous la trouverons 5 fois sur notre route. Selon Denis, ce sont les mafias du Donbass qui tirent les ficelles de ce marché clandestin. Valérie le mineur confirme, il va même citer un nom. Ces mines illégales, là, elles sont sous le contrôle du fils de Viktor Yanukovych. C'est à lui. Comment vous savez? C'est ce que tout le monde dit. C'est son business. Viktor Yanukovych, l'ancien président renversé par la révolution. Il est en fuite en Russie. C'est un enfant du pays, né à quelques kilomètres de ces mines illégales. À travers son exemple, nous allons comprendre que les dirigeants de l'Ukraine étaient souvent des hommes à la fortune suspecte. Il y a quelques semaines, nous avions rencontré l'un de ses anciens proches, au siège de l'administration locale, alors sous haute surveillance, après les événements de Kiev. Nikolai Zagorouïko est conseiller régional. Il est membre du parti de l'ancien président. Après l'avoir soutenu pendant des années, il l'accuse de corruption. Est-ce que Viktor Yanukovych est toujours votre leader? Non, Pourquoi? parce qu'il n'a pas répondu à nos espoirs. Quand on voit ses intérêts personnels, comment lui et son entourage se sont enrichis, ça nous révolte, ça nous indigne. Il n'est plus notre leader. Nous abordons la question délicate des mines illégales. L'ancien proche du président va aller droit au but. Pourquoi personne ne s'est jamais battu contre les mines illégales? Comment se battre contre ça? Si c'est le sommet du pouvoir qui est propriétaire de tout ça, on dirait que vous ne le comprenez pas. C'est un État super corrompu. Vous êtes en train de reconnaître que c'est le pouvoir qui contrôlait tout ça? Je ne suis pas en train de le reconnaître, je vous le garantis, à 100%. Il n'y a que le pouvoir à ce niveau-là qui pouvait utiliser ce système illégal. Qui d'autre à part le pouvoir? Vous voulez dire Yanukovych? C'était Yanukovych, et aujourd'hui, c'est sûrement un autre. Depuis cette interview, la situation a bien changé. Nous sommes retournés dimanche 4 mai devant le siège de l'administration. Il est passé sous le contrôle des pro-russes qui l'occupent jour et nuit depuis un mois. Ils ont dressé des barricades et empêchent quiconque, surtout les journalistes, de pénétrer dans le bâtiment. C'est ici qu'ils ont proclamé ce qu'ils appellent la République populaire du Donbass. Nous ne serons pas autorisés à parler aux responsables. Seule Natalia, une militante, acceptera de nous accompagner. Elle est fille de mineurs et enseigne le sport à l'université. Quand elle ne travaille pas, Natalia passe tout son temps sur les barricades. Aujourd'hui, elle rend hommage aux 40 militants pro-russes morts la semaine dernière à Odessa. C'est un mémorial pour les victimes d'Odessa qui ont été brûlées vives dans la maison des syndicats. On se souvient, on les honore. Le Donbass va venger Odessa. Pour Natalia, Kiev a franchi la ligne rouge en envoyant dans sa région les chars du pays. On cherche à se protéger, à protéger nos enfants et protéger notre terre. Vous protégez de qui? De la junte de Kiev et du fascisme qui est venu sur notre terre. Des nationalistes de l'Ouest qui sont arrivés au pouvoir. Natalia aimerait que le Donbass rejoigne la Russie. Pourtant, il y a quelques semaines, jamais elle n'aurait imaginé en arriver là. Nous allons comprendre ce qui a été pour elle un déclencheur. Elle nous emmène à l'université de médecine, à un cours de sport. Ici, les cours sont en russe. Comme la plupart des habitants, Natalia parle mal ukrainien.
Mais le nouveau pouvoir à Kiev a tenté d'interdire le russe comme langue officielle de sa région. Son identité a été touchée au cœur. Son sang n'a fait qu'un tour. Je me suis sentie humiliée. Ils m'ont humiliée, c'est ce que j'ai ressenti. On me dit tu dois faire ça, mais moi je ne dois rien du tout. J'ai ma propre langue que j'ai toujours parlée et que je continue à parler. Alors cette loi ne me plaît pas. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Un sentiment d'humiliation qui peut provoquer l'embrasement. Devant le palais régional occupé, c'est la confusion. Des pro-russes en armes, habillés en militaires, ont arrêté plusieurs hommes qu'ils présentent comme des pro-Kiev venus de l'Ouest. Ils les emmènent violemment à l'intérieur du bâtiment. Nous ne pourrons pas filmer la suite. Une marche s'improvise. Les esprits s'échauffent. La foule en colère part à l'assaut des derniers bâtiments administratifs encore sous contrôle de Kiev. Les drapeaux ukrainiens sont décrochés, déchirés, puis brûlés. Pour terminer ce reportage, nous retrouvons Valérie, le mineur illégal. Il nous emmène à un avant-poste tenu par les rebelles pro-russes, à la sortie de son village. Une dizaine de jeunes hommes, pour l'essentiel cagoulés, sont prêts à donner l'alarme si l'armée ukrainienne arrive. Et vous, vous ferez quoi si l'armée arrive? Moi, je viendrai ici, bien sûr, et je me battrai ici. Mais vous avez des armes? Non, on n'a pas d'armes. On a des battes de baseball, des bâtons, des pierres. La guerre, on va la faire avec les moyens du bord. Quand nous l'avions rencontré au début du printemps, Valérie nous assurait qu'il était pacifiste. Mais dans le Donbass, le vent a brusquement tourné. C'est un vent d'Est, venu de Moscou, qui souffle désormais.